Guedel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, 50e anniversaire des accords de Madrid. La communauté sahraoui prend pacifiquement d'assaut les rues de la capitale espagnole, réclamant justice, autodétermination et la fin de la colonisation. Et puis nous ferons un point histoire dans cette édition sur les accords de Madrid, des accords ayant non seulement confisqué le droit du peuple sahraoui à son indépendance, mais également bafoué le droit international. La situation humanitaire au Soudan plus catastrophique que jamais. L'ONU lance une enquête sur les violations des droits humains à Al-Fasher, alors que Washington travaille à l'élaboration d'une feuille de route pour résoudre la crise dans le pays. Et puis la situation s'apaise à l'est de la RDC. La République démocratique du Congo et le groupe armé du M23 signent un accord cadre de paix à Doha. Et enfin, nous irons à Timimoun qui accueille la première édition du Festival international du court-métrage. Notre envoyé spécial Fellah Leili nous y attend. Bonsoir à toutes et à tous. 50 ans après la signature des accords de Madrid, les membres de la communauté sahraoui sont sortis nombreux ce samedi dans une grande marche pacifique dans la capitale espagnole pour dénoncer ces derniers et défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Les participants se sont dirigés vers le siège du ministère espagnol des Affaires étrangères en brandissant des slogans demandant à l'Espagne d'assumer ses responsabilités historiques dans ce conflit. Cinquante ans après l'accord de Madrid, le peuple sahraoui, depuis le cœur de la capitale espagnole, Madrid, condamne une fois de plus cet accord par lequel notre peuple a été partagé entre le royaume du Maroc et la Mauritanie. 50 ans plus tard, le peuple sahraoui reste debout et condamne avec la plus grande fermeté ce qu'on appelle l'autonomie proposée par le royaume du Maroc. Aujourd'hui, grâce à la présence de la diaspora sahraoui, des associations et du pont de solidarité avec le peuple sahraoui depuis la capitale, il se mobilise pour sa liberté et son indépendance. Notre objectif, dire non à l'autonomie. Nous, Sahraouis, nous ne sommes pas marocains et nous réclamons l'indépendance sur nos propres terres, la République arabe sahraoui démocratique. Il est très important de réaffirmer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, un droit inaliénable tant qu'il n'a pas été exercé par le peuple sahraoui. Le conflit ne sera résolu sans le respect du droit international. Nous sommes ici pour réclamer un référendum d'autodétermination. Au micro de notre envoyé spécial Khardin Batache, le représentant permanent du Front Polisario en Espagne, Abdellah Arabi, a tenu Madrid pour seul responsable des malheurs du peuple sahraoui, indiquant qu'au lieu d'assumer ses responsabilités, l'État espagnol s'était déchargé de ses obligations envers le peuple et l'État sahraoui. Cette manifestation est annuelle, mais cette année, elle coïncide avec les 50 ans de l'accord de Madrid. C'est d'abord une manifestation pour dénoncer l'accord de Madrid. Au lieu d'assumer ses responsabilités, l'État espagnol s'est déchargé de ses obligations envers le peuple sahraoui et l'État sahraoui. C'est donc d'un côté une dénonciation de cet accord illégitime et de l'autre une demande adressée au gouvernement espagnol pour qu'il assume pleinement ses responsabilités, car l'occupation, les violations des droits de l'homme et l'absence d'application du droit international au Sahara occidental sont le résultat de cet accord tripartite entre le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne. Et de son côté, le conseiller du président de la République sahraoui chargé des ressources naturelles et des affaires juridiques, Oubi Bouchraya Bachir, a affirmé vendredi que 50 années après les funestes accords de Madrid, l'Espagne portait une responsabilité historique non seulement envers le peuple sahraoui, mais également envers l'ensemble de la région nord-africaine.
ajoutant que le renforcement de l'Espagne et sa responsabilité de décoloniser le territoire a conduit à l'éclatement du conflit qui persiste entre le Maroc et le peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario. Voilà. 50 ans après les accords de Madrid, la blessure est toujours béante et la tragédie du peuple sahraoui perdure. La plus grande condamnation de la décision de l'Espagne est d'avoir tourné le dos à ses engagements internationaux et à sa promesse faite à l'ONU d'organiser le référendum d'autodétermination durant le premier semestre de l'année 1975. L'Espagne refuse toujours de tirer les véritables enseignements de ces 50 années et de prêter une attention à l'opinion publique et aux forces politiques espagnoles solidaires avec le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. L'Espagne entrave le processus de décolonisation au sein des Nations Unies en soutenant la prétendue proposition d'autonomie et en exerçant au sein de l'Union européenne des pressions pour la signature de nouveaux accords commerciaux avec le Maroc, incluant le Sahara occidental, en violation flagrante des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. La mémoire sahraoui reste marquée par le texte de ces accords ayant entravé le processus de décolonisation du Sahara occidental. Entre responsabilités historiques espagnoles et une occupation toujours en cours, le peuple sahraoui continue de revendiquer son droit inaliénable à l'autodétermination. Amalam Senzitoune. Le 14 novembre 1975 étaient signés les accords de Madrid. 50 ans après, le peuple sahraoui vit toujours l'oppression, privé de son droit à l'autodétermination, ainsi que de tout droit fondamental, violenté et démuni de toutes ses ressources. Si l'accord tripartite de Madrid a mis fin à la présence espagnole au Sahara occidental, il a en revanche cédé le territoire au Maroc et à la Mauritanie. Un événement considéré par le peuple sahraoui comme une privation de son droit à l'autodétermination, menant à une situation prolongée d'exil, de guerre et d'exploitation illégale des ressources du territoire. Le Front Polisario a rejeté ces accords qui ont déclenché une guerre et un exode forcé des Sahraouis, qui vivent depuis dans des camps de réfugiés. Aujourd'hui, le statut juridique du Sahara occidental reste un sujet de controverse. Le Maroc propose un prétendu plan d'autonomie sous sa souveraineté, tandis que le Front Polisario continue de militer pour un référendum sur l'autodétermination, tel que préconisé par l'ONU. La situation est qualifiée d'impasse par de nombreux observateurs. Dans les colonnes de la presse espagnole, les articles de solidarité avec le peuple sahraoui se succèdent, notamment sur le site d'information El Independiente, où l'écrivain espagnol Francisco Carrion a expliqué que les accords de Madrid constituent une violation flagrante du droit international et ont remis l'administration d'un territoire sans tenir compte de la volonté de ses habitants et en ignorant le droit des Sahraouis à décider de leur propre sort. L'accord tripartite, une honte historique, n'étant rien d'autre qu'une étape destinée à consolider l'occupation du territoire et s'approprier ses ressources naturelles. Le silence de la communauté internationale et la complicité de certains gouvernements ont contribué à la perpétuation de l'injustice, laissant le peuple sahraoui vivre sous occupation continue, privé de ses droits. Le Maroc a exploité le vide juridique créé par ces accords pour occuper les territoires sahraouis. De son côté, le journaliste espagnol Luis Portillo Pascual a estimé dans un article publié dans le même journal que la question du Sahara occidental reste une plaie ouverte dans la conscience espagnole contemporaine et un scandale moral et politique que les gouvernements successifs n'ont jamais osé affronter depuis 1975. Nous soutenons le peuple sahraoui dans son combat, non par compassion, mais parce qu'une injustice mondiale a été commise à son égard et parce que nous avons une responsabilité historique et morale envers lui. Sa cause est juste et reconnue internationalement. L'auteur a par ailleurs souligné que le discours progressiste espagnol, qu'il soit de gauche ou de droite, élève des slogans pour la justice et les droits humains, tout en participant en réalité à une complicité silencieuse avec l'occupation marocaine du Sahara occidental. La dernière colonie d'Afrique reste à ce jour une question cruciale pour le continent entier qui engage la responsabilité des grandes instances internationales.
Et justement, Kherdin Batash, notre envoyé spécial dans la capitale espagnole, a justement assisté à cette manifestation de la communauté sahraoui à Madrid, où les manifestants se sont quittés sur une déclaration finale. Il revient justement avec nous en exclusivité sur cette journée et sur ses retombées. L'Espagne tente justement d'assumer sa responsabilité en permettant la tenue de telles manifestations. Beaucoup d'Espagnols y ont d'ailleurs pris part aujourd'hui conjointement avec les représentants des associations sahraouis, des représentants du Front Polisario ici en Espagne, mais également des milliers de Sahraouis qui étaient présents. Donc ce n'est pas peut-être ici à Madrid l'Espagne qui est à blâmer en premier lieu, mais bien entendu l'occupation marocaine qui fait tout pour empêcher le peuple sahraoui d'accéder à ce droit inaliénable, ce droit légitime d'exercer l'autodétermination via un référendum. Et c'était cela bien entendu l'objet de cette manifestation qui se tient, rappelons-le, chaque année à Madrid, mais cette année 2025 marquée, vous l'avez dit, le 50e anniversaire, triste anniversaire de cet accord trilatéral entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, par le biais duquel le Maroc a envahi le territoire sahraoui et l'a occupé. C'était un certain 14 novembre 1975. La manifestation d'aujourd'hui s'est déroulée dans un climat serein, un climat sécurisé. L'organisation a été parfaite, une manifestation, rappelons-le, pacifique, qui a tenu justement à rappeler la symbolique de ce qui se fait ici à Madrid depuis plusieurs années. Les participants ont tenu également à dénoncer les tentatives marocaines, bien entendu, de déformer l'histoire, comme ce fut le cas un certain 31 octobre 2025, lorsque le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2979. Le Maroc a tenté, bien entendu, de déformer le contenu de cette résolution. Et la manifestation d'aujourd'hui confirme deux choses. La première, c'est que la communauté internationale, notamment européenne à partir d'Espagne, soutient toujours la cause sahraoui à travers sa participation massive. Nous l'avons vu tout au long de cette journée. La deuxième est bien entendu et que l'autodétermination reste une base confirmée de résolution, peut-être pour le peuple sahraoui, le Front Polisario, la seule base envisageable de résolution de ce conflit. Une dernière chose avant de vous rendre l'antenne, Tinhinen, la symbolique se trouvait également lors de ce passage de témoins entre générations de Sahraouis. On a vu beaucoup de jeunes Sahraouis, peut-être le plus jeune avait à peine 1 an, qui étaient présents aujourd'hui malgré la pluie et le froid ici à Madrid pour participer à cette manifestation. Et c'est une manière de dire que la cause du peuple sahraoui vit encore, elle vivra longtemps tant que ce droit à l'autodétermination n'a pas été arraché ou accordé par les institutions internationales à ce peuple courageux qu'est le peuple sahraoui. Les travaux de la 13e session de la commission mixte algéro-vietnamienne débuteront demain dimanche à Alger et se poursuivront jusqu'à jeudi prochain. Dans le cadre des préparatifs de cet événement, le vice-ministre de la Construction de la République socialiste du Vietnam, Nguyen Tuong Van, est arrivé ce samedi à l'aéroport international d'Alger, Ouali Boumedienne, où il a été accueilli ainsi que la délégation l'accompagnant par le secrétaire général du ministère de l'Industrie, Kherdin Batash. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des efforts des deux pays en vue de promouvoir la coopération économique et industrielle et d'intensifier la coordination en prévision de cette importante échéance bilatérale. Toujours en Algérie, les autorités de la wilaya de Tipaza ont mis en place une commission technique spéciale chargée d'évaluer l'ampleur des dégâts provoqués par les incendies ayant touché jeudi et vendredi dernier plusieurs massifs forestiers de la partie ouest de la région. La commission entrée en activité ce samedi matin regroupe l'ensemble des secteurs exécutifs concernés, notamment les services des forêts, de l'agriculture, des ressources en eau, de l'énergie et des postes et télécommunications, outre les chefs de Daïra de Cherchel, Gouraya et Dammous.
Zoom à présent sur le conflit au Soudan. L'armée soudanaise a repris le contrôle de 2 zones dans l'état du Nord Kordofan après de violents affrontements avec les forces de soutien rapide. Selon des sources militaires, les forces armées ont reconquis Omdam Haj Ahmed et Kasgil, infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles aux combattants du FSR. Des soldats ont par ailleurs publié sur les réseaux sociaux des vidéos montrant leur présence dans les 2 localités qui avaient été occupées par la milice le mois dernier. De nombreux déplacés fuyant Al-Fasher sont arrivés jeudi dans un camp de réfugiés de l'ONU dans la ville de Tawila. Les nouveaux arrivants se sont enregistrés au camp du HCR avant d'installer leurs tentes et leurs abris après avoir fui la famine. À Tawila, une évaluation réalisée avant le dernier afflux de personnes a révélé que seulement 10% des personnes vivant dans les camps avaient un accès fiable à l'eau. À noter qu'à la mi-octobre, quelques 12,5 millions de Soudanais étaient déplacés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, auxquels s'ajoutent 140 000 personnes ayant fui les attaques des FSR contre Al-Fasher et des villes de la région du Kordofan. Et puis une mission d'enquête a été chargée vendredi par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies afin d'identifier les responsables des violations du droit international Al-Fasher afin, je cite, qu'ils soient traduits en justice. À l'issue d'une session extraordinaire du principal organe de l'ONU chargé des droits humains convoqué d'urgence pour examiner la situation des droits de l'homme dans cette ville, le Conseil a adopté une résolution ordonnant à la mission indépendante d'établissement des faits de l'ONU sur le Soudan de mener l'enquête. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a par ailleurs dénoncé l'inaction de la communauté internationale, rappelant la gravité de la situation dans le pays. Les ONG dénoncent également la situation humanitaire catastrophique au Soudan. La secrétaire générale du Conseil danois pour les réfugiés, Charlotte Slent, a indiqué que plus de la moitié de la population soudanaise avait besoin d'aide humanitaire, alors que le conflit opposant l'armée régulière aux forces de soutien rapide se poursuit. Elle estime à plus de 30 millions le nombre de personnes dans le besoin, ce qui représente la moitié de la population du pays. Dans ce contexte, le conseiller principal du président Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a affirmé que Washington travaillait activement à l'élaboration d'une feuille de route pour résoudre la crise au Soudan, ajoutant que le pays traverse la crise humanitaire la plus grave au monde et que le président américain collaborait avec le Qatar et d'autres pays pour trouver une solution. Je vous le disais tout à l'heure en titre, la République démocratique du Congo et le groupe armé du M23 ont signé ce samedi au Qatar un accord cadre pour un accord de paix visant à mettre fin au combat dans l'est de la RDC. Il ne s'agit pour le moment pas encore d'un texte final, mais d'un document fixant la méthodologie et les calendriers des discussions à venir. Pour sa part, le conseiller principal du président américain Donald Trump, Massad Boulos, a justement averti que le processus prendrait du temps. Les 2 parties conviennent que le gouvernement établira un comité indépendant chargé de promouvoir la réconciliation, de mettre l'accent sur la responsabilité en matière de crimes et de formuler des recommandations sur une indemnisation appropriée dans le cadre du processus de justice transitionnelle, à condition que l'organisation et le travail de ce comité soient conformes à la Constitution de la République et au droit international. On s'attendait probablement à voir des résultats immédiats sur le terrain, mais c'est un processus. Je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint. C'est un processus de paix aux multiples facettes. Cela prendra donc du temps. Espérons-le pas trop, mais il faut laisser le temps faire son œuvre. Il faut donner aux parties la possibilité de mettre en œuvre ces mécanismes.
Au Nigeria, 4 membres des forces de sécurité, dont 2 soldats et 2 membres d'un groupe d'autodéfense, ont été tués vendredi dans une embuscade dans le nord-est du pays, menée par des terroristes affiliés à l'organisation terroriste autoproclamée Daesh, selon une source militaire et un rapport de sécurité des Nations Unies. À noter que cet incident s'inscrit dans une série d'attaques de l'ISWAP visant les forces de sécurité nigériennes, qui a récemment intensifié ses raids sur les bases militaires avec des roquettes et des drones. Fraîchement élue, la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a annoncé que son administration avait formé une commission d'enquête sur les meurtres survenus lors des manifestations électorales du mois dernier, ordonnant par là même la libération de certains des jeunes arrêtés. La commission examinerait donc les questions qui ont conduit aux troubles et contribuerait aux efforts de réconciliation et de paix que le gouvernement envisageait d'entreprendre. Le gouvernement a pris l'initiative de former une commission d'enquête pour examiner ce qui s'est passé afin que nous puissions identifier le problème. Le rapport nous guidera vers un dialogue visant à instaurer la réconciliation et la paix. Direction l'Éthiopie, où le ministère de la Santé a confirmé vendredi le premier cas de maladie à virus Marburg dans le pays, et ce après l'infection d'un patient originaire de Jinka dans le sud. Dans la même zone, 9 autres personnes ont développé des symptômes compatibles avec une fièvre hémorragique virale sévère. Des analyses sont en cours pour déterminer si ces cas sont liés au virus Marburg, tandis que des équipes locales mènent un suivi des contacts et renforcent la surveillance communautaire. Pour information, le virus Marburg, rare mais mortel, est similaire au virus Ebola et provoque fièvre, vomissements, diarrhée et hémorragie. Il n'existe pour l'heure aucun vaccin homologué ni traitement spécifique. On vous emmène à présent dans le vaste Sahara algérien, où les activités de la première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun se poursuivent ce samedi. Toute la ville continue de vivre au rythme du cinéma. Projections, rencontres professionnelles et forte présence africaine marquent cette édition inaugurale. Objectif, soutenir les jeunes cinéastes et dynamiser la culture au Sahara. On retrouve justement notre envoyé spécial sur place, Fallah Laili, accompagné de Nidal Mellouhi, acteur et réalisateur, pour nous en dire plus sur son film et surtout sur le retour du public. Bonsoir Fallah. Donc, bonsoir Nariman, nous sommes en direct depuis Timimoun pour la deuxième journée du Festival international du court-métrage dans sa première édition. Donc après une soirée d'ouverture, une grande cérémonie d'ouverture, le festival s'est poursuivi avec un programme riche. Des projections de films en compétition, des courts-métrages de fiction, des courts-métrages de documentaires et la compétition nationale aussi avec des masterclass, des tables rondes et aussi des ateliers de formation. Donc aujourd'hui, il est avec nous Nidal Mellouhi, réalisateur et acteur algérien. Bonsoir Nidal. Bonsoir, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous ici dans mon cher pays, l'Algérie, et certainement et sûrement à Timimoun pour cette première édition. Voilà, un festival qui donne un nouveau souffle au cinéma algérien et africain aussi. Je félicite tous les organisateurs, Faisal et toute l'équipe qui ont mené toute cette armada, parce que j'ai vu, j'étais pas là à l'ouverture, mais j'ai vu l'ouverture vraiment. Notre pays est beau, nos jeunes ils sont extraordinaires. Et par rapport au programme? Par rapport au programme, le programme il est super riche aussi, il est très riche. D'ailleurs, là on va de suite pour voir des projections de courts-métrages et de longs.
Et voilà, c'est vraiment, moi ce que j'ai vu, c'est extra. Et surtout que si on le fait dans le sud. Et j'espère que ça va s'étendre sur d'autres villes dans notre pays et que les festivals et ces festivités continuent pour nous faire rencontrer, nous faire montrer aussi des films qui viennent d'ailleurs et bien sûr suivre des masterclass, des ateliers et ça va nous enrichir de plus en plus. Et Nedal, dans ce festival, vous allez participer avec un court-métrage, résultat positif. Il est réalisé en 2025. C'est votre premier court-métrage? Non, c'est pas le premier court-métrage. J'ai fait déjà 7 mètres sous terre, j'ai fait Silmia, j'ai fait une série humoristique aussi, Shulka Fishuka. Et cette fois-ci, voilà, pas obligation, je me suis mis à la réalisation. À la base, moi je suis acteur, je me suis mis à la réalisation, à la production aussi de ce court-métrage. J'ai écrit le scénario avec Ahlam Slama, qui est une comédienne aussi, qui écrit ses textes de théâtre. Moi aussi, j'écris beaucoup pour le théâtre. Peut-être un synopsis? C'est l'histoire de des immigrés qui n'ont pas de papier, qui sont vraiment venus avec une manière un peu illégale, ces 2 cadres dans leur pays, et qui viennent pour un but précis. Mais après des années, un moment, un temps, ils n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Alors, du coup, ils choisissent quoi? On laisse les gens venir. Donc voilà Nariman, Team Mimoun continue de vibrer au rythme du 7e art, du cinéma, entre compétition, échanges créatifs et masterclass. Donc nous continuerons de couvrir tout au long de la semaine ce festival. Merci beaucoup Fela Laili, on vous retrouvera dans nos prochaines éditions. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.